Alors merci à tous. Alors, quand on compare les conférences au niveau international, on a parfois l'impression que les conférences anglo-saxonnes ont une organisation impeccable, les timings sont toujours parfaitement respectés. Et nous avons nos spécificités latines, on est un petit peu plus souple sur les timings, mais c'est ce qui fait le charme, je crois, des conférences à la française, en tout cas je l'espère. Deuxième trait général, on dit parfois que les hommes parlent beaucoup et ne laissent pas aux femmes le temps de s'exprimer. Et on va constater que la dernière table ronde, même dans un temps réduit, va nous permettre, je l'espère, de passer un certain nombre de messages. Alors, on est ici sur une table ronde qui a une visée un petit peu différente, donc qui va nous permettre d'entendre des régulateurs, donc des autorités en charge de champs d'intérêt général, et également d'avoir le point de vue du marché et des entreprises sur une problématique un petit peu nouvelle qui est une approche aujourd'hui plus large, plus transversale, plus en réseau de différentes thématiques qui se rejoignent et parfois se confondent. Donc la concurrence qui est l'objet premier de l'autorité de la concurrence et de la DGCCRF, mais aussi la protection du consommateur et la protection de la vie privée. Et donc quand on parle notamment de transparence des plateformes, on voit que ce sujet peut être abordé par ces divers points de vue. Donc chacun dans son rôle va s'attacher à protéger le consommateur contre certaines pratiques des plateformes, s'assurer que les dispositifs légaux sont bien respectés, que ces plateformes agissent de façon loyale, que les règles de la vie privée sont effectivement bien assurées. Alors on voit que dans certains pays, des autorités secrètes qui mêlent les compétences, par exemple de protection de la concurrence et de protection du consommateur. C'est le modèle notamment qu'on trouve en Angleterre et dans d'autres pays, mais aussi, et c'est un phénomène un petit peu plus nouveau, que la concurrence va intégrer ces nouvelles préoccupations que peuvent être le positionnement spécifique du consommateur ou sa vie privée. Et donc ça, c'est une tendance assez forte de l'évolution du droit de la concurrence. Nous avons déjà évoqué deux décisions importantes, Microsoft, LinkedIn et Facebook, WhatsApp, dans lesquelles le point de vue de l'utilisation des données du consommateur était tout à fait central dans l'analyse concurrentielle. Alors certains parlent aujourd'hui d'une approche holistique de la concurrence qui prendrait en compte toute une série de considérations. Donc ça impacte les autorités de concurrence. Et l'un des sujets que nous allons aborder ce matin, c'est aussi comment chaque autorité, selon son point de vue, peut-être aussi fait-elle évoluer sa pratique pour intégrer dans son propre champ d'action des considérations de concurrence. Donc c'est une question que je poserai aux divers intervenants. Donc quelques suggestions de thèmes que je vais adresser à mes intervenants. D'abord, comment appliquent-elles les règles qui leur sont propres pour intervenir sur les plateformes numériques? Quels sont des exemples concrets d'intervention des régulateurs? Quelles leçons peut-on tirer des actions qui ont été mises en œuvre? Est-ce qu'il y a des problèmes de compétences, de pouvoir d'investigation, d'évaluation de fonds, de remèdes? Est-ce que les actions peuvent être suffisamment dissuasives en termes de pénalités? Et on sait que la CNIL notamment va être dotée désormais d'un pouvoir de sanction beaucoup plus important. Et puis la deuxième thématique, comment est-ce que les régulations peuvent, le cas échéant, se compléter, se renforcer l'une l'autre mutuellement? Est-ce qu'il y a un effet de contamination des divers modes de régulation les uns sur les autres? Et nous terminerons ensuite par le point de vue de l'industriel sur ces sujets. Alors, je passe la parole à Nathalie Omobono. Merci Isabelle. Vous m'entendez? Merci Isabelle. Bonjour. Alors je vais commencer comme vous nous y invitez par des exemples notamment qui montrent comment on peut essayer d'aller jusqu'au bout de la logique que nous présente un certain nombre d'opérateurs sur le net. Et j'irai de façon non brutale, mais quand même un peu droit au but, en vous disant que l'un de nos rôles, c'est évidemment de regarder les contrats d'adhésion qui sont proposés aux consommateurs dans une relation B2C, ou de regarder les contrats d'adhésion et les clauses contractuelles qui sont proposées à des entreprises dans une approche plutôt B2B. Alors, dans une approche B2C, on parlait tout à l'heure, on avait des exemples de réseaux sociaux, les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux. Vous êtes peut-être présent sur certains d'entre eux. Je ne sais pas si vous avez eu le courage, la patience ou tout simplement l'intérêt d'aller les lire.
Nous y avons procédé à cela d'abord au niveau national, en nous intéressant aux principaux d'entre eux, donc un petit périmètre, et il nous a semblé qu'il y avait quand même un certain nombre de choses à vérifier, au point que nous avons d'une part enjoint certains de modifier ces clauses et d'autre part proposé à la Commission européenne une action conjointe qui est permise par le cadre juridique communautaire, une action conjointe pour ensemble regarder les clauses générales d'utilisation des réseaux sociaux, et notamment 3 d'entre eux, pour leur demander d'être beaucoup plus cohérents et beaucoup plus conformes aux droits de l'Union européenne. Alors vous l'imaginez, c'est un dialogue qui s'instaure, qui est assez long et dont j'espère que nous allons pouvoir rapidement et prochainement faire connaître les conclusions. Il s'agit là de s'assurer que les utilisateurs que vous êtes sont protégés à la fois sur les contenus qu'ils déposent sur ces réseaux sociaux, sur les contenus que les réseaux sociaux eux-mêmes pourraient souhaiter retirer de leur propre initiative, et également de l'équilibre qu'il y a entre vous-même et le réseau social auquel vous adhérez, s'il y a des tensions et des difficultés. Autre exemple, cette fois-ci dans le domaine du B2B, nous avons également regardé les clauses contractuelles qui étaient proposées par un certain nombre de plateformes sur leur place de marché. Donc là, on est plutôt dans une approche où des petites entreprises qui ont envie de donner de la visibilité à leurs offres cherchent à bénéficier de la visibilité de grandes plateformes. Et là aussi, il a fallu faire un certain nombre de recommandations qui ont été plus ou moins bien comprises, c'est-à-dire que certaines se sont traduites par des modifications qui répondaient à nos attentes et à nos préoccupations, et d'autres pas vraiment, ce qui veut dire qu'à ce stade, on est obligé de regretter et de constater une divergence, et donc on a demandé aux tribunaux de nous dire quelle était la bonne appréciation qui devait être la nôtre. Voilà, donc une approche B2C, une approche B2B, sachant qu'on peut évidemment croiser les deux approches, puisque parfois, quand on regarde justement les clauses contractuelles qui sont proposées par les places de marché aux petites entreprises, il y a forcément une question d'arbitrage entre ce que l'on souhaite pour favoriser le développement des PME et leur visibilité, et évidemment des questions qui peuvent être celles de l'intérêt des consommateurs. Alors, quels sont les sujets aujourd'hui ou les difficultés que les autorités qui s'occupent de ces sujets peuvent rencontrer? Il y en a de plusieurs natures. Il y en a une première qui est que ce sont souvent des acteurs qui sont plutôt globaux, et donc en termes de responsabilité, c'est assez difficile de savoir à qui attribuer les pratiques et comment s'adresser aux différentes entreprises qui constituent l'opérateur d'une façon générale, d'autant plus que tous n'ont pas leur siège sur le territoire national, donc il faut, en termes de process, traduire les demandes, laisser le temps nécessaire pour placer des assignations. Et donc, cette dilution des responsabilités pose une double question de savoir à qui on adresse les recommandations et les demandes en matière de pratiques à modifier, et un délai pour pouvoir agir, délai qui n'est pas toujours compatible évidemment avec le temps de l'Internet. Autre sujet aussi qui se pose en termes d'action, c'est quelle est la pertinence et l'efficacité d'une action d'une autorité nationale quand on est face à des acteurs plutôt mondialisés, d'où notre approche, en tout cas, mais je crois de beaucoup d'entre nous, d'essayer de mener des actions de manière coopérative avec nos homologues des autres pays, au premier chef de l'Union européenne. Troisième type de question, évidemment, c'est celle de la compétence. On l'a abordé très largement au cours des 2 premières tables rondes. L'enjeu aussi pour les autorités publiques, c'est de saisir et de cerner précisément les enjeux, de ne pas s'égarer dans des faux sujets ou des fausses analyses. Il faut donc bien poser les problèmes. En particulier, pour nous, la compréhension du mécanisme des algorithmes est un sujet qui nous paraît tout à fait fondamental, dans lequel on a commencé à investir. Le ministre, tout à l'heure, vous le disait, il avait une forte préoccupation en matière d'algorithmes et de compréhension du fonctionnement des algorithmes. Donc nous avons commencé à nouer un partenariat avec l'INRIA, justement pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les algorithmes, et non pas les lire pour parfaitement les comprendre, ni d'avoir l'ambition de parfaitement savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une boîte, quelle que soit sa couleur, noire ou autre, mais plutôt d'essayer de vérifier si les critères et la pondération des critères qui sont affichés pour le fonctionnement des algorithmes
peuvent d'une façon ou d'une autre s'apprécier, se mesurer et se constater par le test que l'on peut en faire. Et évidemment, là, comme pour les entreprises, il nous faut des jeux de données qui dépassent les outils un peu manuels et ce que je qualifierais d'artisanaux dont on peut disposer. Il nous faut donc des outils beaucoup plus robustes et beaucoup plus complets. Alors, sur l'aspect régulation, évidemment, il y a au moins 2 thèmes, et des thèmes qui sont très liés à la confiance, la loyauté des plateformes et la protection des données. Alors sur la loyauté des plateformes, vous le savez, la loi sur une république numérique a introduit un certain nombre d'exigences de loyauté des plateformes. C'est une initiative qui a prise un petit peu en avance de phase, si je puis dire, par rapport à ce que l'Union européenne est en train de préparer dans le cadre de son paquet sur le marché unique du numérique. Mais ça nous semblait, à la lumière justement des enquêtes que nous avions menées, ça nous paraissait un enjeu important, d'où les dispositions législatives qui font obligation aux personnes qui exploitent des plateformes numériques de préciser les modalités de classement ou de référencement des contenus, de dire s'il existe pour ce classement et ce référencement des liens capitalistiques ou des liens commerciaux, et de le porter à la connaissance des consommateurs. Vous l'avez tous expérimenté, et vous le savez, un internaute en général lit assez peu la 2e page de ce que lui propose un moteur de recherche. Donc évidemment, le classement et le référencement sont décisifs aussi bien pour le consommateur que pour les offreurs, c'est-à-dire aussi bien dans une approche consommateur que dans une approche entreprise. 2e sujet, là aussi toujours lié à la loi République numérique, la question donc de la loyauté de l'information donnée aux consommateurs sur les conditions générales d'utilisation, mais également sur les qualités de l'annonceur et sur, finalement, s'agissant des plateformes qui sont des plateformes d'économie collaborative, la nature de la personne avec laquelle un consommateur va contracter. S'agit-il d'une entreprise, d'un consommateur, ou d'un consommateur dont l'activité est tellement importante que finalement le glissement entre le particulier et le professionnel s'estompe, et donc une nécessité de savoir quelle est la personne avec le consommateur avec laquelle entrer en transaction, puisque évidemment les droits de la transaction et donc les droits de l'acheteur ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on est face à un professionnel, auquel cas le droit de la consommation s'applique, et si on est face à un particulier, c'est le droit classique le droit classique civil qui s'applique. Donc, 2e sujet. 3e sujet, les avis des consommateurs. Vous savez que là aussi, c'est une référence qui est extrêmement utilisée par les internautes, qui s'appuie beaucoup là-dessus, d'où la nécessité de clarifier si les avis qui sont présents sur une plateforme ont fait l'objet ou pas d'une vérification par la plateforme. Il ne s'agit pas de demander aux plateformes quelque chose qui est disproportionné, c'est-à-dire de vérifier la totalité des avis qui sont postés, mais d'indiquer s'il y a eu une vérification et une modération, et dans quel cas tout cela peut être porté à la connaissance des consommateurs. C'est un enjeu, je vous le rappelle, quasiment 3 internautes sur 4 disent avoir renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d'avis négatifs d'autres consommateurs. Donc c'est assez décisif, à la fois pour la bonne information des consommateurs, mais également pour la loyauté de la concurrence entre entreprises. Vous savez que des faux avis peuvent également ternir la réputation et donc potentiellement le chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc on est toujours consommateur-entreprise sans forcément de distinction entre les deux. Donc nous allons maintenant nous atteler avec notamment les principales plateformes, à la mise en œuvre de ces textes d'application de la loi République numérique, dans l'objectif d'une part de vérifier qu'elles se sont bien appropriées le sujet, de regarder avec elles comment elles envisagent d'y répondre, et également comment elles envisagent, sur un 3e texte d'application, de mettre en place des bonnes pratiques qui sont attendues des plus grosses plateformes, c'est-à-dire celles pour lesquelles le trafic et donc le nombre de visiteurs est le plus important, de manière à ce qu'il y ait un effet d'entraînement positif dans cette démarche de transparence et de clarté de l'information qui est communiquée. Si j'ai encore quelques mots, des questions qui se posent sur le droit, et notamment sur le droit non plus au niveau national mais au niveau communautaire, celle de la responsabilité limitée des hébergeurs. La question, en fait, vous la connaissez, c'est est-ce que les plateformes aujourd'hui
sont de purs hébergeurs ou est-ce qu'ils ont d'autres fonctions et donc potentiellement d'autres responsabilités. Et puis évidemment, le sujet de e-privacy, on en a un peu parlé ce matin. Alors, évidemment, en tant qu'autorité, notamment chargée de la protection des consommateurs, je ne peux pas ne pas profiter pour vous dire que, à mon sens, il faut éviter à la fois que ce projet de règlement qui inquiète beaucoup n'interviennent de façon injustifiée sur la neutralité technologique, ça c'est évident, on a beaucoup de débats pour savoir comment le consentement des consommateurs pourrait être recueilli. En revanche, il y a un débat qui me paraît un peu faussé, ou si vous me laissez aller un peu fortement à la caricature, un peu simpliste. C'est-à-dire qu'opposer le consentement préalable du consommateur à la question de la compétitivité des entreprises me paraît quand même quelque chose d'un un peu trop schématique et donc dans lequel il faudrait apporter davantage de nuances. Aujourd'hui, vous le savez bien, votre expérience c'est celle-là. Quand vous allez sur un site, on vous dit si vous poursuivez votre navigation, vous acceptez mes conditions générales et notamment les cookies, les traceurs et donc tout le suivi qui est fait des internautes quand ils naviguent sur les sites. Donc en fait, c'est un peu du tout ou rien. L'ambition quand même aussi pour e-privacy pourrait être d'aller un tout petit peu au-delà du tout ou rien, c'est-à-dire d'offrir plusieurs possibilités aux consommateurs sans tomber ni dans l'angélisme ni dans une vision totalement libertaire, mais c'est aussi au consommateur de savoir au cas par cas ce qu'il est prêt à donner en contrepartie du service qu'on lui offre, en théorie gratuitement, mais en pratique, vous le savez, en contrepartie de son expérience concrète et de son comportement concret, qui est ce qui a du prix, ça a été largement évoqué ce matin. Donc au final, et juste pour terminer sur une pirouette, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de logiques de coopération au niveau national, et je pense que ce colloque en est l'illustration, donc des coopérations entre autorités chargées d'un objectif qui finalement est un peu le même si les moyens, les outils ou le prisme qui est utilisé est différent, de coopération au niveau européen notamment. Et puis pour répondre à la question que vous avez tous posée, pourquoi les consommateurs s'intéressent-ils tellement à la question des prix des billets d'avion ? C'est parce qu'on a fait beaucoup de com sur notre action. Merci. Merci Nathalie. Alors Isabelle, je te passe la parole. Donc tu es à la veille d'une grande révolution dans la question de la protection des droits et libertés. Donc peut-être peux-tu nous dire en quoi les sujets qu'on a évoqués ce matin se traduisent en actions concrètes pour la CNIL ? Quelles sont les problématiques qui te semblent majeures et les projets que tu entends développer sur ces questions ? Merci et bonjour à tous. Effectivement, c'est des sujets qui sont de plus en plus prégnants à la CNIL, qui ne les aborde pas, bien sûr, sous l'angle a priori de la concurrence, mais qui, sous l'angle de la protection des données, en fait, a de plus en plus conscience des conséquences concurrentielles de la régulation protection des données. Alors, nous connaissons bien les plateformes. Mais nous ne les connaissons pas, je dirais, dans leur dualité hébergeur ou éditeur, etc. Nous les connaissons parce que ce sont des institutions, des organismes, des entreprises qui traitent de la donnée. Et donc, nous leur appliquons, je dirais, le droit commun de la protection des données et nous leur appliquons la grille d'analyse qui est la grille d'analyse classique de la CNIL, qui est finalité, proportionnalité, respect du droit des personnes. Alors, ça peut vous paraître extrêmement théorique, mais ça se traduit par, je dirais, des positions extrêmement concrètes que les autorités de protection des données ont pris dans les dernières années à destination de ces plateformes. Premier exemple, par exemple, c'est la combinaison de données. La combinaison de données extrêmement extensive auquel se livrent un certain nombre de grandes plateformes, Google, Facebook, etc. Ce que les autorités de protection des données ont dit, et la CNIL en particulier, c'est que pour opérer cette combinaison extrêmement extensive de données, il faut une base légale. Et je vous passerai le raisonnement ici parce qu'il est un peu compliqué juridiquement, et que de fait, après analyse, il apparaissait que ces entreprises n'avaient pas de base légale pour se livrer à la combinaison extrêmement extensive de données à partir des données de leurs utilisateurs. Ceci a conduit à des sanctions vis-à-vis de Google, vis-à-vis de Facebook, en France et dans la plupart des pays européens. Deuxième exemple de conséquences liées à l'application de cette grille protection des données, c'est de dire aussi
ces grandes bases de données qui sont agrégées par des plateformes de covoiturage, des plateformes qui permettent aux particuliers de vendre toute une série d'objets, ce ne sont pas des réservoirs de données dans lesquels on peut plonger pour faire tout à fait autre chose. Et la CNIL a notamment mis en demeure un certain nombre d'acteurs au nom justement de cette interdiction et de la nécessité, si on utilise des données qui ont été collectées pour un certain objectif, on ne peut pas, entre guillemets, les utiliser pour tout à fait autre chose. Par exemple, enrichir une base CRM ou une base client totalement d'une autre nature. Donc vous voyez que si nous n'avons pas comme objectif principal effectivement un objectif de concurrence, la législation sur la protection des données conduit de fait à restreindre d'une certaine manière la rente informationnelle qui est constituée à partir de ces gigantesques bases de données. Alors, quelles sont les limites et les difficultés que nous rencontrons et qui peuvent être, pour certaines en tout cas, pour partie compensées par le RGPD? La première difficulté, c'est le droit applicable. Parce qu'évidemment, toutes ces grandes plateformes internationales nous disent, écoutez, c'est très bien, mais ça c'est le droit français, ou c'est le droit espagnol, mais nous sommes localisés à l'autre bout du monde, et donc cette législation ne nous est pas applicable. De fait, on l'a appliquée, mais au terme, je dirais, d'un raisonnement juridique quand même assez sophistiqué. Demain, avec le RGPD, cette question n'existera plus. Pourquoi elle n'existera plus? Parce que, du fait du RGPD et du fait du nouveau critère du ciblage qui est présent au sein de ce RGPD, dès lors que vous prestez à destination d'un consommateur, d'un résident, d'un citoyen européen, le droit européen vous est applicable. Et ça, c'est une avancée fantastique pour l'application de notre droit, parce que ça veut dire que, et je lisais hier dans la presse un article qui parlait de frontières numériques de l'Europe, en disant qu'il faudrait que l'Europe ait une frontière numérique. De fait, ce critère du ciblage est une forme de frontière numérique, en ce sens que si vous venez opérer, vous, acteur international, sur le territoire européen, alors vous devez respecter les garanties en termes de protection des données qui existent sur ce territoire européen. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup, nous, régulateurs de la protection des données. La deuxième difficulté que nous avons aujourd'hui, et qui sera pour partie, je pense, résolue à partir de mai 2018, c'est évidemment la difficulté de parler d'une voix unique entre autorités de protection des données. Tous ces acteurs internationaux sont des acteurs globaux. Bien sûr qu'ils servent des marchés européens nationaux, mais ce sont avant tout des acteurs globaux. Et face à ces acteurs globaux, il est extrêmement important que l'Europe parle d'une voix unie. Aujourd'hui, par rapport à Google, Facebook et d'autres, on va peut-être se dire un mot de Uber, nous nous coordonnons entre autorités européennes, mais nous nous coordonnons sur la base du volontariat. C'est-à-dire que si une autorité européenne, finalement, veut rester totalement autonome par rapport à ces groupes de coopération entre nous, elle est libre de le faire. Demain, avec la nouvelle gouvernance européenne, une telle situation n'est plus possible. Pourquoi? Parce que le règlement européen fera que, dès que nous serons confrontés à un cas transfrontière, et pour l'essentiel, la question des plateformes est en fait, ce sont des cas transfrontières, nous serons dans une situation où nous devrons co-décider à 28. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le seul domaine, à ma connaissance, de droit européen où vous avez la possibilité pour 28 régulateurs de prendre une décision commune. Laquelle décision commune va ensuite s'imposer dans les mêmes termes dans l'ensemble du marché européen. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement utile en termes de crédibilité de la régulation, de la protection des données et du pouvoir d'influence de celle-ci. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, les acteurs internationaux ont bon jeu de dire « mais nous sommes traités différents sur un marché ou sur un autre ». Demain, nous leur dirons « non, vous avez face à vous
un PAC européen qui est parfaitement groupé et qui vous demande unanimement la même chose. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui permettra quand même d'être beaucoup plus efficace. Troisième difficulté, ou plutôt, je dirais, enjeu que nous avons en face de nous par rapport à ce type de problématique, c'est de bien comprendre tout l'écosystème numérique. Et quand je dis ça, je veux dire simplement que nous ne pouvons pas simplement attraper les cookies et la régulation de la publicité via les cookies. Nous devons comprendre l'ensemble de l'écosystème publicitaire numérique. Lequel écosystème publicitaire utilise par exemple les cookies, mais aussi des applications mobiles, mais aussi un système de plateforme où les gens sont en permanence connectés, où il y a de la publicité sans cookies. Et donc, si l'on veut véritablement réguler la protection des données personnelles, il faut comprendre ce qui se passe dans ces différents types d'espaces et proposer une régulation qui soit équanime par rapport aux différents types d'espaces. Et ça prend du temps pour le régulateur. Ça prend du temps, non pas par défaut de compétences, mais par montée en puissance de la connaissance du régulateur. Et donc nous avons beaucoup investi, aux côtés d'ailleurs d'autres régulateurs, dans les derniers mois, sur la connaissance de l'écosystème pour véritablement être capable d'avoir une régulation de la protection des données personnelles qui prenne en compte, dans le fond, toutes ces pratiques différentes de l'écosystème numérique. Je terminerai sur les algorithmes. Nathalie Homo-Bono en a déjà parlé sous l'angle de la loi République numérique. Moi, je voudrais dire que, concernant les algorithmes, nous, autorités de protection des données, nous sommes un peu confrontés à deux problèmes. Un, les algorithmes, et notamment les algorithmes de nouvelle génération, les algorithmes apprenants, ils ont besoin de données. Plus il y a de données, plus ils sont efficaces. Et évidemment, c'est une logique qui est relativement antagoniste avec la logique de protection des données personnelles. Puis, deuxième problème, effectivement, ces algorithmes sont opaques, dans bien des cas, et cette opacité est contraire à la nécessité pour l'individu de pouvoir exercer ses droits. Donc, nous sommes confrontés à la nécessité d'appréhender ce nouvel outil que sont les algorithmes. Nous nous y sommes attelés dans la dernière année à travers la mission qui a été confiée à la CNIL de réfléchir sur les questions éthiques liées à l'utilisation des algorithmes et à l'intelligence artificielle. Nous allons rendre nos travaux dans quelques jours, le 15 décembre, et une partie de ces travaux consiste à dire, dans le fond, comment garde-t-on la main vis-à-vis des algorithmes ? Comment faisons-nous en sorte que l'article 10 de la loi République informatique et liberté ou l'article 22 du RGPD qui consiste à dire l'individu qui se voit opposer une décision à partir d'un algorithme a le droit d'avoir une intervention humaine, comment concrètement faisons-nous respecter cet objectif-là? Comment garder la main à l'humain dans le fonctionnement de l'algorithme? Et nous allons voir qu'il faut probablement compléter un petit peu nos principes régulatoires si l'on veut justement cette capacité humaine de garder la main par rapport au fonctionnement des algorithmes. Voilà très brièvement ce que je pouvais dire sur le sujet. Merci beaucoup pour ce panorama sur une actualité très riche. Donc, je passe la parole à Julie Bon, que je remercie puisqu'elle est venue de la CMA, donc l'autorité de concurrence britannique, qui a aussi en charge la protection des consommateurs et qui a lancé plusieurs initiatives sur ces sujets, notamment, je crois, sur les comparateurs digitaux. Donc, je lui passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir et mes excuses de la part d'Andrea qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Donc en effet, je voulais parler d'un travail récent qu'on a fait sur les comparateurs de prix, donc un exemple particulier de plateforme qui, je pense, illustre bien comment le droit des consommateurs, la protection de la vie privée et le droit de la concurrence se complètent pour créer les conditions
de concurrence dans le domaine des plateformes Internet. Donc, les plateformes de comparaison de prix, je pense que tout le monde connaît ici pour les avions, les hôtels, etc. En Angleterre, elles sont aussi particulièrement développées dans le domaine de l'assurance, des produits financiers, de certains produits financiers, et aussi un petit peu pour les utilités, donc le gaz, l'électricité, etc. Et entre autres, pour les utilités, parfois avec complémenté, disons, avec un service qui permet de faciliter le processus de changer de fournisseur. Et donc, il y a à peu près un mois, nous avons publié les résultats d'une enquête sectorielle que nous avons faite sur, justement, les plateformes de comparaison. Donc, j'allais vous présenter juste quelques résultats intéressants de cette étude sur la concurrence. Premier résultat important, dans les domaines où ces plateformes de comparaison de prix sont bien développées, donc où elles ont accès aux données dont elles ont besoin, etc., on a trouvé qu'elles avaient un clair impact positif sur la concurrence entre les fournisseurs. C'est assez évident, mais en permettant aux consommateurs donc, de comparer plus facilement les différentes offres, et dans certains cas, donc, à faciliter la transaction ou à faciliter le changement de fournisseur, elles ont augmenté la concurrence entre les fournisseurs. Une autre chose qu'elles ont faite, c'est qu'elles se sont développées avec des grandes campagnes publicitaires, en fait, télévisées, pour montrer aux consommateurs, disons, les bénéfices de changer de fournisseur. Et donc, ça a augmenté le nombre de consommateurs engagés, actifs, dans des marchés où traditionnellement, les consommateurs étaient plutôt inertes, comme l'électricité, c'est un exemple type. Et l'assurance, pareil. Et donc, on a trouvé, donc un exemple, c'est l'assurance automobile, par exemple, on a trouvé que la demande est bien plus élastique, parfois très, très plus élastique, et donc les marges plus faibles pour les ventes des assureurs via les comparateurs, comparés au mode de vente traditionnel, même leur propre site Internet. Donc, un potentiel des plateformes de comparaison vraiment de pousser la concurrence entre les fournisseurs. Deuxième chose que je voulais dire, on a trouvé aussi qu'il y a des domaines où les plateformes ont du mal à se développer. Alors, c'est notamment le cas pour certains secteurs régulés, justement, où les fournisseurs peuvent avoir du pouvoir de marché. Et un exemple de ça, c'est le broadband, ADSL, qui est un marché donc, relativement concentré au niveau de l'offre et où les plateformes ont du mal à avoir accès aux données dont elles ont besoin pour offrir le service aux consommateurs. Donc les données sur la vitesse du broadband à la location spécifique du consommateur. Autre problème, c'est la rémunération. S'il y a beaucoup de pouvoir de marché au niveau du fournisseur, les plateformes ont du mal à obtenir les commissions qui leur permettraient d'avoir la motivation, disons, pour justement faire du marketing auprès du consommateur, etc. Et donc, on arrive dans une espèce de cercle un peu vicieux où la plateforme ne se développe pas. Je reviendrai peut-être un peu là-dessus après, mais je voulais juste dire que à la CMA, on est intervenu dans plusieurs cas, justement, pour essayer, dans des secteurs où les plateformes ont du mal à se développer et où il y a des problèmes d'inertie du consommateur ou des problèmes d'accès aux informations, on a essayé de développer des initiatives pour encourager le développement de plateformes de comparaison de prix. Un exemple relativement récent, c'est la banque. Donc, dans le secteur des comptes courants, on avait trouvé des problèmes de concurrence. Et une des sources de ce problème de concurrence, c'est que les gens ne comparent pas les produits banquiers, etc. Très peu de switching. Et il y a plusieurs remèdes, mais un des remèdes phares de cette enquête, c'est le développement des Open API, donc qui seront un espèce de passeport bancaire qui appartient à l'usager et qui lui permettra en fait de donner autorisation
à une plateforme d'accéder à son passeport bancaire et de lui donner en fait une offre très personnalisée sur les différents produits financiers. Ce qui pose évidemment des problèmes aussi de confiance. Donc c'est là où vient justement la protection des données et le droit des consommateurs, en sens où les plateformes doivent être claires sur quelles sont leurs responsabilités, comment elles traitent les données des consommateurs, etc. Et enfin, la troisième chose que je voulais dire, quand même, on a un peu parlé de problèmes de concurrence, surtout donc dans les secteurs où les plateformes de comparaison de prix sont développées, on a trouvé qu'il y a peu de concurrence par les prix entre les plateformes en général. Il y a de la concurrence, mais c'est essentiellement via le marketing, donc de créer de la loyauté envers la marque. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de comparaison de concurrence par les prix? Un des facteurs, évidemment, c'est la prévalence dans certains secteurs, du moins des clauses de parité tarifaire. Donc il y a quelques années, par exemple, dans le secteur de l'assurance automobile, on avait fait une enquête de marché. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de clauses paritaires, de clauses de parité tarifaire, donc où une plateforme impose aux assureurs de ne pas mettre un prix plus bas sur d'autres plateformes, donc entre plateformes. On a interdit ces clauses, donc ça fait 3-4 ans. Et là, à l'occasion de cette étude, on a fait une étude économétrique. En fait, on a regardé quel a été l'impact de notre décision d'interdire les clauses MFN dans l'assurance automobile. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé que les prix ont diminué, les commissions ont diminué par rapport à ce qu'elles auraient été si ces clauses étaient encore en action. On a aussi trouvé un peu d'évidence de différenciation par les prix par les plateformes, parce que c'est important que les plateformes se différencient par les prix, sinon les consommateurs, ils n'ont aucun intérêt à changer de plateforme. On a trouvé un petit peu d'évidence de ça, qualitative, mais pas énorme. Mais on a aussi trouvé que les commissions continuent d'augmenter plus vite que l'inflation. Il y a du pouvoir de marché des plateformes dans ces secteurs où elles se sont très bien développées. Et donc, la source de ce pouvoir de marché, selon notre analyse, je ne pense pas que ce soit très controversé, c'est le single homing. Donc, le fait que les consommateurs ont tendance... Alors, le single homing... C'est-à-dire, ils ont tendance à ne pas comparer les prix entre les plateformes. Ils vont parfois comparer des plateformes, ils vont aller regarder à quoi elle ressemble celle-là, à quoi elle ressemble celle-là, est-ce qu'elle me donne un nounours si j'y vais, etc. Mais de faire le processus de comparer les prix des assureurs, en l'occurrence, entre deux plateformes, ça, ils le font très peu. Et une des raisons pour laquelle ils ne le font pas, c'est parce que c'est compliqué. Ça prend du temps. Il faut rentrer toutes ces données personnelles, etc. Ensuite, il faut le refaire une autre fois sur une plateforme. Donc, un des remèdes à ça, c'est justement d'essayer d'encourager plus de portabilité des données, etc. L'autre raison, évidemment, pour laquelle il ne faut pas, c'est que les consommateurs, on a déjà touché plus tôt, ont souvent pas tellement d'idées de l'intérêt de la plateforme, l'intérêt commercial, s'imaginent que ce sont des bienfaiteurs qui les aident à choisir et ne se rendent pas compte qu'il peut y avoir une différence dans l'intérêt commercial, etc. de la plateforme. Donc là, on agit au niveau consommateur, dans le droit de la consommateur. Et ce qu'on a fait, on pense que le droit du consommateur anglais est adapté aux plateformes, il n'y a pas de problème. C'est un droit qui regarde aux conséquences des pratiques et non aux pratiques elles-mêmes. Donc, dans cette mesure-là, il est adapté comme le droit de la concurrence. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié une espèce de guide, disons, sur comment les plateformes peuvent appliquer le droit du consommateur, donc comment être plus clair, etc., dans leur communication avec leurs usagers. Je pense que je vais m'arrêter là.
Si, non, une dernière chose que j'allais dire, c'est quand même c'est difficile de changer le comportement des consommateurs. Hein. C'est bien plus difficile de prompter les consommateurs à changer de plateforme que d'interdire certaines pratiques comme les MFN. Donc, je pense qu'on n'en a pas fini d'avoir des cas de concurrence, de clauses MFN ou d'abus d'exploitation. On va voir ce que ça donne. Mais toujours est-il qu'à long terme, disons, on essaye de trouver des solutions, disons, pour encourager le consommateur à s'engager avec les plateformes. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'incite d'ailleurs tous ceux qui veulent aller plus loin à lire cette étude de la CMA qui est très intéressante et qui montre effectivement un exemple de plateforme qui contribue à la transparence sur le marché, puisque par définition, elle compare des prix pour un service donné, mais qui, elle aussi, est un opérateur économique et qui peut avoir des stratégies différentes d'un comparateur à l'autre. Alors, je passe la parole pour conclure à François Monboise, qui est le président de la FEVAD, et qui va nous dire, peut-être de son point de vue et des entreprises qui sont les opérateurs économiques sur Internet et qui vendent en ligne, comment il voit ces problématiques et quels sont les sujets de son point de vue. Merci. Je voudrais juste faire 2 remarques sur les panels précédents, parce qu'il y a 2 choses qui n'ont pas été dites. Sur les big data, il y a une chose importante qui n'a pas été tellement dite, c'est que dans l'intelligence artificielle, maintenant, on cherche des corrélations avec des choses qui n'ont absolument aucun rapport entre elles a priori. Typiquement, vos achats chez Decathlon et puis vos visites chez le cardiologue. Et donc, le principe de finalité de la loi de 78 et qui est toujours mis, il ne s'applique pas bien, parce que si on interdit à Decathlon de donner les données, Decathlon ne donnera pas ces données, on ne pourra pas les corréler. En plus, les visites chez cardiologue en France, c'est un secret d'État, un secret médical. Et donc, toute cette partie de la recherche d'intelligence artificielle, elle se fera, mais elle ne se fera pas en Europe, à cause de ça. Il faut qu'on en soit conscient, hein, c'est tout. Elle se fait partout dans le monde, elle ne se fera pas en Europe, parce qu'on a ce principe de finalité que je comprends, mais qui empêche ces corrélations qui sont au cœur de l'intelligence artificielle. Et la deuxième chose, j'ai été surpris de voir quand même une table ronde entière sur la collusion, parce que s'il y a bien un domaine où les gens ne gagnent pas d'argent, c'est le e-commerce. Que vous fassiez une table ronde sur la collusion dans les mallettes de luxe, où les marges brutes sont de 80% et les marges nettes de 40%, j'aurais compris. Mais dans le e-commerce, les marges nettes sont souvent négatives et les marges brutes sont à 8%, 5%, il ne faut pas l'oublier, à cause, vous le savez, du leader qui ne gagne pas d'argent et qui met une pression sur les prix énorme, en changeant les prix plusieurs millions de fois par jour et en général à la baisse. Alors, je dis, il est très clair et ça a été montré que sur les secteurs où Amazon est leader comme les livres anciens, ils ne se gênent pas pour monter les prix de manière énorme. Mais sur la plupart des secteurs, vraiment, la pression des prix est très forte. Donc, le contexte pour nous, c'est quoi? C'est vraiment... il y a un changement mondial avec le numérique. Il y a une bataille mondiale, on en a parlé sur l'intelligence artificielle, sur les assistants personnels qui sont en train d'arriver partout. Et aucune société majeure au niveau du continent européen n'est présente. Ce sont les GAFA, et bientôt, ça sera les BATX, les Chinois, qui sont dominants et archi-dominants à tel point qu'on pense, enfin on commence à l'écrire de plus en plus, que la seule façon de les arrêter va être de les démanteler parce qu'on ne pourra pas arrêter Amazon. Amazon, j'ai regardé avant de venir, on a publié les résultats du 3e trimestre à la FEVAD, c'est 3,5 millions de visiteurs par jour qui vont sur le site Amazon. Le deuxième site, ça doit être SNCF, qui est à 1,5 million, donc vraiment très très loin derrière. Donc il y a ultra-dominance de ces acteurs, c'est pour ça que le cadre normal de la concurrence est très difficile pour vous. Et c'est vrai, parce que réguler ce marché, c'est pas du tout comme réguler... Moi j'ai travaillé pendant 20 ans chez des lessiviers. Le marché de la lessive, c'est simple. Hein. Tout le monde est encadré, il y a de la concurrence, il y a des prix. Ici, c'est très difficile parce qu'il y a des géants. Non, c'est vrai. On sait à qui on parle, les règles du jeu sont claires. Là, les règles du jeu changent parce qu'il y a des disruptions totales. Il n'y avait pas de smartphone il y a 10 ans. Or, le rythme régulier des directives, je pense que c'est une dizaine d'années. Donc, on régule un marché qui change plus vite que le rythme normal d'adaptation des régulations, et ce n'est pas une critique, c'est logique. Enfin, dans toutes les réglementations, on ne peut pas s'occuper du numérique au niveau d'un Parlement tous les ans. Et ça change tout le monde. Nous, on le voit au niveau de la FEVAD tout bêtement. Il y a 50 ans, la FEVAD a été créée par les VPCistes. Donc, c'était les entreprises de vente à distance. Puis maintenant, on est e-commerce et vente à distance. Pourquoi? Parce qu'on a des branches e-commerce de la Fnac, de Carrefour, de Vuitton, de Nespresso, de McDonald's, d'un peu tout le monde. Et à terme, on dit qu'il n'y aura plus de FEVAD ou de e-commerce parce que tout le monde va vendre aussi sur Internet ou principalement sur Internet.
Donc c'est très difficile de réguler, c'est très difficile aussi. Pourquoi ? Parce qu'Internet augmente ce qu'on appelle le winner takes all. C'est-à-dire que plus quelqu'un est gros sur Internet, plus il devient gros. Parce que plus il est gros, plus c'est intéressant d'aller chez lui. Si vous êtes consommateur, vous avez intérêt à aller sur un site qui référence 1 million d'hôtels plutôt qu'un site qui en référence 100 000. Vous avez vu il n'y a pas longtemps que Accor a abandonné son site qui devait faire concurrence à Booking. Parce que pourquoi ne pas aller sur Booking quand vous allez prendre une chambre d'hôtel dans une ville où vous n'êtes jamais allé de votre vie ? Donc c'est des services pour les consommateurs qui font que plus les gens y vont, plus le système a de l'intérêt. Facebook va être difficile à déboulonner parce que tous vos copains sont sur Facebook. Il faut se rappeler qu'en 2011, Google a essayé de faire un concurrent à Facebook qui s'appelait Google+, qui était très bien fait techniquement. Mais comme tout le monde était sur Facebook, si vous allez sur Google+, vous étiez tout seul. Pour moi, Facebook, c'est un café. Vous êtes dans le café avec tous vos amis. Si vous allez dans le café en face, vous êtes tout seul. Donc vous n'allez pas partir. C'est pour ça, parenthèse, mais c'est important qu'on est assez sceptique au niveau du e-commerce sur la portabilité. Parce qu'autant c'était une excellente idée pour les opérateurs téléphoniques qui effectivement gardaient le numéro et vous empêchaient de changer, autant c'est une bonne idée tous les systèmes d'abonnement, autant dans l'e-commerce, en général, on n'est pas abonné. C'est-à-dire que vous allez acheter des habits sur camailleux.fr et puis après vous allez sur Assos et puis après La Redoute, etc. Il n'y a pas d'abonnement. Donc qu'est-ce que vous allez faire des données de Camailleux si on les donne à La Redoute, sachant que La Redoute ne vend pas de produits Camailleux ? Personne ne va rien en faire. Donc ça, on l'a dit au ministre compétent, mais j'ai l'impression que le coup était parti. J'ai l'impression aussi que politiquement, c'est une idée qui paraît simple pour tout le monde. On se dit qu'on va le faire, mais techniquement, ça va être un cauchemar de donner les données dans un format clair. Et sincèrement, le site qui va recevoir ces données, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Et encore une fois, le concept n'est pas bon parce que les gens sont sur plusieurs sites à la fois. On n'est pas abonné à Assos ou abonné à La Redoute. On change tout le temps. Donc on est sceptique là-dessus. La grande difficulté, comme j'ai dit, c'est que ces géants sont sur leur secteur où ils sont archi-dominants et ils essaient de faire autre chose. Facebook est archi-dominant sur le social et maintenant essaie de pousser du e-commerce aussi. Ils ne sont pas chez nous, ils ne sont pas à la FEVAD, mais vous avez vu que sur les pages Facebook, on vous incite. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? On incite nous-mêmes, FEVAD, les petits commerces physiques, à aller sur Facebook. Parce que c'est gratuit et ça leur permet de faire une page Facebook et de faire venir des clients dans leur boutique. Amazon, vous le savez, fait du cloud aussi. Il va venir dans la musique, nous a dit Deezer. Ils essaient de tout faire. Donc c'est très difficile de réguler ces champions qui sont partout. Et on le voit parce que quand on discute avec l'administration ou le gouvernement, on dit il ne faudrait pas faire telle mesure, c'est gênant pour nous. On dit oui, mais en fait, ce n'est pas pour vous, c'est pour Facebook. Ou ce n'est pas pour vous, c'est pour Booking. Parce qu'on a fait cette définition de plateforme, faute de mieux, encore une fois, hein, je fais une critique, mais je n'ai pas beaucoup de propositions parce que c'est difficile. Et cette définition de plateforme, elle est immense. Ça touche aussi bien Le Bon Coin que Fnac.com, que Facebook, qui ont des problématiques totalement différentes. En gros, le e-commerce, les gens que je représente, ils ont un business model où ils vendent des produits. Donc c'est plus simple, entre guillemets, parce que la marge se fait sur la vente du produit. Il y a des choses à côté ou pas. Toutes les autres plateformes dont parle Booking, Le Bon Coin ou Facebook, qui sont gratuites ou pratiquement gratuites, il y a évidemment un modèle d'affaires qui se fait ailleurs et qui se fait entre autres sur la publicité. Alors dans le contexte, moi, le RGPD qui arrive, en réfléchissant, je me dis que ça ressemble un peu à la loi de 1905 sur la laïcité. C'est-à-dire qu'on a dit à partir de 1905, l'État ne subventionne aucun lieu de culte. Tout le monde est à égalité. Sauf qu'il y avait une religion qui avait déjà des églises partout. Donc là, on va dire, à partir de mai 2018, les données, ça va être très difficile et très contraignant pour les avoir. Mais il y a des gens qui ont déjà les données et qui en ont beaucoup. Dans le e-commerce, il y a un seul acteur qui a des données partout en Europe, c'est Amazon, c'est le seul. Les deuxième et troisième sites français, Cdiscount et Fnac, n'ont aucune donnée sur les Allemands ou les Anglais, ils n'y sont pas. C'est les deux plus gros marchés quand même. Donc on va mettre l'acquisition de données, le traitement de données de manière beaucoup plus compliquée pour tout le monde. Oui, mais ce n'est pas tout le monde parce qu'il y en a qui les ont déjà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que ça va être les conséquences concrètes de ça. Enfin, philosophiquement, on peut se demander aussi pour les gens qui ont des magasins pourquoi on traite différemment le online du offline. Parce que c'est comme si vous disiez en magasin que vous interdisez à un vendeur de s'approcher de vous quand vous êtes dans le rayon depuis un petit moment à chercher un livre pour vous aider. C'est ça qu'en fait font les sites internet. Ils voient que vous êtes sur une page. Il y a des sociétés qui sont très inquiètes parce qu'elles
En temps réel, elle regarde le comportement des internautes et quand elle voit effectivement que vous hésitez devant des livres, boum, il y a un pop-up pour vous proposer un livre. Alors, le livre est mal choisi parce que comme c'est un produit pas cher, ça ne vaut pas le coup de le faire. Mais si vous hésitez entre des machines à laver un petit moment, vous avez des sites qui vous proposent tout de suite, si vous voulez, on vous appelle pour vous aider. Ce qui est exactement ce que fait le vendeur. Donc il y a une incompréhension de la part des marchands pourquoi on peut le faire offline et pas online. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 ans pratiquement, en novembre 2005, il y a un des papes de l'Internet, Vincerf, un Américain, qui a publié une tribune à lire en disant « Mais en fond, la vie privée, ça a été une anomalie dans l'histoire. La vie privée n'est arrivée que parce qu'il y a eu les grandes villes, il y a eu l'industrialisation et l'anonymat des grandes villes. Avant, dans les petites villes, tout le monde savait tout. Tout le monde savait tout sur tout le monde parce que les gens se connaissaient, il n'y avait pas de souci. Et on avait l'habitude. Maintenant, on a l'habitude des grandes villes où on est anonyme, on veut retrouver ça. Mais est-ce que c'est logique ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une demande à la fois de respect de la vie privée poussée au paroxysme, je trouve, et en même temps de transparence totale vis-à-vis des élus. C'est-à-dire que le moindre conseiller municipal d'un petit bled, il faut pratiquement qu'il donne sa feuille d'impôt, mais les gens veulent être protégés. Il faut qu'on s'interroge là-dessus. Je ne sais pas bien où on va aller. Donc sur RGPD, pour conclure, nous, on ne sait pas trop. On va essayer de se mettre en conformité. Je dis essayer parce que c'est très compliqué. Hein. Et encore, les sociétés du numérique, les e-commerçants sont à peu près au courant. Le souci, on le voit au niveau du MEDEF, c'est qu'il y a plein de sociétés qui sont très peu dans le numérique ou pas du tout, qui se considèrent qu'elles ne sont pas du tout touchées par ça. Or, elles le sont si elles ont un fichier client. Donc il y aura un temps d'adaptation qui va être lent et puis on verra après comment ça se passe. Mais c'est trop nouveau pour qu'on puisse le savoir. Mais le fait qu'on nous dise que c'est la législation la plus protectrice du consommateur du monde, ce n'est pas quelque chose qui nous rassure forcément. Merci beaucoup pour cette intervention très stimulante et voilà, qui pose notamment, parmi d'autres points, une question essentielle qui est celle de la difficulté à élaborer des régulations sectorielles. Comment bien définir la finalité pertinente? Comment assurer cette proportionnalité de la norme? Comment ne pas avoir d'effets pervers, d'effets de bord non recherchés? Et bien sûr, si on avait eu plus de temps, on aurait souhaité parler de la question de la définition du concept de plateforme, qui était, comme je l'ai dit, une innovation française dans la loi numérique et qui ensuite a conduit à ces décrets qui ont mis un certain temps à sortir, ce qui est peut-être un signe que l'exercice était particulièrement délicat. Alors, pour respecter les horaires, je suis sûre qu'Isabelle brûle de réagir et je ne suis pas étonnée. Peut-être, je vais laisser Isabelle répondre très brièvement. Je vais peut-être juste indiquer à Johannes que s'il le souhaite, il peut commencer à s'installer au podium parce qu'on va quand même essayer de rester dans notre timing pour ne pas retarder Johannes Leitenberger qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. Donc, Isabelle pourra réagir très brièvement et puis on prendra peut-être une toute petite question de la salle si elle est rapide et qu'on a le temps d'y répondre d'un mot. Alors, Isabelle, vraiment, essaye de faire court. Merci. J'ai beaucoup d'amitié pour François Monboisse, mais et beaucoup d'amitié et de fidélité pour la FEVAD. Mais je ne peux pas laisser dire, dans une enceinte comme celle-ci, que c'est à cause du principe de finalité que la recherche sur les algorithmes n'est pas possible en France ou en Europe. C'est juste faux. C'est juste faux. La recherche est une finalité qui, dans tous les pays européens, est considérée comme parfaitement compatible avec la finalité initiale pour laquelle la donnée a été collectée. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça n'est pas juste de dire ça. Deuxième chose, le RGPD, je pense que c'est une chance pour vous. Arrêtez de dénigrer ce texte en disant que ce texte est trop exigeant. C'est une chance, je dirais la dernière, que vous avez de remonter dans le train. Parce que vous passez votre temps à condamner la régulation en disant qu'elle est trop lente, trop prescriptive, etc. Mais c'est surtout les acteurs européens et français qui sont trop lents. Le RGPD donne la possibilité, entre guillemets, à ces acteurs de se remettre à égalité de concurrence avec les acteurs internationaux. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de nous, ces acteurs internationaux. Demain, à partir du mois de mai, on leur dit, si vous venez chez nous, à la différence d'aujourd'hui, vous devez respecter la législation européenne. C'est une chance formidable de remise à égalité de concurrence des acteurs européens avec les acteurs mondiaux. Alors, ça n'est pas parfait. Je ne méconnais pas du tout, je dirais, l'avance que ces acteurs ont en matière de constitution de bases de données extrêmement gigantesques. Mais, dernier point de mon intervention, je pense aussi qu'on sent bien quand même que la donne est en train de changer de la part des consommateurs. La période, je dirais, du chèque en blanc
pendant laquelle les plateformes pouvaient faire tout et n'importe quoi avec les données, elle est terminée. On a quand même, au moment de la fusion Facebook-WhatsApp, plus d'un tiers des utilisateurs de Facebook, enfin de WhatsApp, qui ont dit « je ne souhaite pas combiner mes données avec les données Facebook ». Et ils ont exprimé expressément cette volonté. Donc, ce que veulent les gens, c'est pas protéger leur vie privée. Ça, c'est une vision ancienne. Ce qu'ils veulent, c'est la maîtrise de leurs données. C'est pas la même chose. Un beau débat, là. On est un peu frustrés d'en rester là, mais là, je vois l'heure, 13h04. Bon, donc du coup, je crois que je vais demander à Johannes de conclure, parce que sinon, ça nous amènerait trop loin. Et voilà, par courtoisie avec Johannes, je pense qu'il faut qu'on reste dans un timing raisonnable, surtout qu'il y aura un petit pot ensuite pour ceux qui voudront rester. Donc, je remercie et je demande à mes participantes et participants de rester assis à la table pour entendre Johannes Leitenberger. J'en profite pour remercier l'ensemble des participants aux travaux de ce matin qui ont vraiment stimulé nos cellules, ce qui montre qu'elles ne sont encore pas trop anesthésiées par l'univers numérique et que ça a au moins l'intérêt de créer des très très beaux débats et des beaux enjeux pour les autorités de régulation. Donc merci à Johannes d'être parmi nous aujourd'hui et de nous présenter maintenant la vision européenne, celle de la DG Concurrence, et peut-être de nous dire ce que la Commission européenne entend faire sur ces sujets.